Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est né dans le département du Gers, c'est un véritable touche-à-tout, études de droit, de cinéma, apprenti, imprimeur, passionné de musique et de chant depuis le 28 mars 2008. Ah oui, c'est très précis. Il est écrivain à temps plein, donc depuis cette date. Dès 2004, il avait publié un premier ouvrage aux éditions Deboré, dont les collections Grandes Affaires criminelles. Ce premier titre, Les Grandes Affaires criminelles du Gers, est suivi de 17 autres études historiques approfondies sur le crime en France. Quand histoire et criminalité se mêlent, un roman policier historique n'est pas loin, puisqu'en septembre 2016, donc c'est pas tout vieux, les amateurs du genre découvrent la première enquête de Léandre Laforgue, garde du corps et détective au service du prince Charles-Louis Napoléon Bonaparte. L'aventure commence le jeudi 7 septembre 1848, jour de l'arrivée à Paris de celui qui par la suite sera connu sous le surnom de Goupil et dont Sylvain Larue a promis de vous faire suivre les aventures sur une longue période. Il a participé à l'émission Nouvelle Star, saison 6 sur M6 en 2008, ou encore Les 12 coups de midi, présenté par un certain Jean-Luc Reichmann sur TF1. Il devient alors à ce moment-là l'un des plus grands maîtres de midi. Puis on l'a vu également du côté du plateau de Nagui dans N'oubliez pas les paroles, vous l'avez certainement reconnu. Il s'agit de Sylvain Larue. Il vous présente son dernier roman, Les Mécaniques du crime, aux éditions Deboré, qui d'ailleurs, on en profite et pour saluer chaleureusement, notre ami. Oui, sans lui, cette interview n'aurait pu se faire. C'est Eric qu'on salue. Sylvain Larue, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour, merci beaucoup. On est ravis d'être avec vous. Comment allez-vous, Sylvain? Écoutez, ma foi, je vais très bien, pas de problème. On est toujours content de participer à une interview et en pleine période de travail actif de rédaction, donc la forme. Vous ne vous ennuyez pas, ça c'est bien. Non, non, pas du tout, pas du tout. Racontez-nous, oui, votre parcours pour en arriver là où vous en êtes, et puis notamment votre passage dans, on va dire, le droit et puis le cinéma. Oui, racontez-nous ces moments de votre Ah, vie. oui, alors, d'accord. Vous voulez me faire remonter à des périodes ancestrales, donc d'accord, d'accord, si vous voulez. Oui, les études, j'ai du mal des fois à penser que mes études supérieures ça remonte déjà à 20 ans. Ça fait un peu mal d'y songer ainsi, mais bon, ma foi. Oui, j'ai commencé en faisant des études effectivement de cinéma audiovisuel, d'abord au lycée et puis ensuite à l'université de Montpellier. Mais malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, j'ai eu quelques problèmes de santé qui m'ont contraint à abandonner cette voie et à suivre des études universitaires qui n'étaient pas du tout faites pour moi, le droit et l'économie notamment. Et c'est pendant que je m'ennuyais d'université que j'ai vraiment poussé le vice et les recherches sur le sujet de la criminalité et notamment d'un sujet très lourd qui est la peine de mort en France. En faisant des recherches dans la presse et tout. Enfin, j'étais donc à l'époque à la fac à Marseille. Donc, je passais mes journées à faire des recherches à la bibliothèque municipale de Marseille, à compulser les journaux jour après jour, quoi, année après année, de 1870 à environ, environ un gros siècle de recherche. Et c'est en accumulant ces informations que j'ai commencé à vouloir travailler sur un premier volume. Donc j'ai trouvé une affaire criminelle qui s'était passée dans mon département natal, donc vous mentionniez le Gers. Donc j'ai fait une première nouvelle, une quarantaine de pages sur un crime qui avait défrayé la chronique en son temps dans ce département, bien oublié depuis évidemment. Et une fois la nouvelle écrite, je me suis dit que ce serait bête de me contenter de 40 pages à peine. Et j'ai commencé à faire des recherches pointues, cette fois en me rendant directement aux archives départementales du Gers pour trouver d'autres informations, d'autres affaires criminelles locales. Et c'est ainsi qu'est né mon premier livre, Les Grandes Affaires criminelles du Gers.
Quel beau parcours, là, mais on peut le dire, c'est génial parce que vous avez commencé par des choses qui n'étaient pas peut-être pas forcément prévues, et puis vous êtes bifurqué complètement dans autre chose, et puis maintenant, on le dit, vous, ben, vous êtes tourné uniquement vers l'écriture seule. Quel a été le déclic, oui, en quelque sorte, si on peut revenir un peu dans les années encore en arrière, voilà, ce déclic d'écriture. Ah, quel a été le déclic? Eh bien, comme tout un chacun, évidemment, j'ai travaillé, j'ai fait des métiers, on va dire, véritables, parce que bon, c'est quand même quelque chose qu'on s'entend souvent quand on est écrivain. Ah bon, t'es écrivain, mais qu'est-ce que tu fais pour vivre à part ça? Et ce qui n'est pas complètement dénué de sens quand on y songe. Mais voilà, donc j'ai eu mon lot de petits métiers. Et c'est, en fait, là aussi, c'est un peu faire les choses, découvrir par soi-même les choses pour lesquelles on est fait et les choses pour lesquelles on n'est pas fait. Là, en l'occurrence, être dans les métiers des services, être en contact avec de la clientèle et tout. Je travaillais dans tout ce qui était reprographie, photocopie, mise en page de documents et tout. Et quand vous tombez sur certains clients extrêmement condescendants ou franchement insultants, qui vous considèrent pour quelqu'un de sans avenir, sans intérêt, simplement parce que vous êtes un petit employé, un petit ouvrier, ben, ça vous donne envie de prendre un peu la revanche sur l'existence et de dire non, mais je suis capable de faire autre chose que simplement des photocopies. Et donc ça m'a incité effectivement en 2008 à quitter temporairement au début la profession, les petits métiers et à ne faire que de l'écriture. Il y a eu des hauts et des bas depuis sur cette période, vous voyez, ça fait déjà 11 ans. Il y a eu des périodes où j'ai dû revenir à des activités professionnelles plus normales, plus stables. Mais en soi, je ne désespère pas, je continue à m'accrocher à mon désir de vivre de métiers artistiques, aussi bien mon rêve, ça serait de vivre à la fois de ma plume et de ma voix, de chanter sur scène et de faire ma vie en alternance sur ces deux tableaux. Pour l'instant, c'est pas encore gagné, mais je ne perds pas espoir. Oui, vous parlez de chant, de musique, c'est plutôt quel genre vous? Voilà, c'est compliqué, enfin pas expliqué, mais je suis très éclectique dans mes goûts musicaux, j'écoute absolument de tout. Mais sinon, qu'est-ce que ça serait mon idéal? Mon idéal, ça serait mélanger sur scène de la voix lyrique avec du rock, une ambiance ouais, opéra et comédie musicale. Vous voyez, tout ça un peu regroupé, ça serait vraiment ma tasse de thé, quoi, comme milieu musical. Après, voilà, les styles, je dis, j'ai un goût prononcé pour les groupes anglais, pas les groupes américains spécialement, mais les groupes anglais des années 70-80, Queen, Genesis. Voilà, ça c'est le genre de musique que j'aime écouter, que j'aime chanter. Et pour l'instant, ben, pareil, c'est ce que j'essaie de faire des auditions pour des comédies musicales sur Paris. Ça va, ça vient, quoi, comme chose. On espère que ben, il y aura une issue positive, que ça va tomber, qu'il y a un producteur qui va s'intéresser à On vous, un touche du producteur de bois, spectacle. on touche du bois, on verra bien. Quand vous n'écrivez pas notamment, qu'est-ce que vous aimez faire? Quelles sont vos passions? Bon, bah, mis à part la musique et le chant dont on vient de parler, qu'est-ce que vous aimez faire d'autre? Alors, Racontez-nous. moi, ce que j'aime faire, alors je suis très cinéphile. J'en connais qui le sont davantage, mais ça va, je tiens ma place dans ce hobby-là. J'ai une bonne collection de DVD à la maison que je complète régulièrement en allant à droite, à gauche, voilà, chez les bouquinistes, dans les magasins. Dans les magasins de échange cash et trucs comme ça pour compléter ma collection, aux grandes dames de ma compagne qui trouve que j'ai un peu trop de DVD et que ça occupe un peu trop de place dans notre salon. Après, quelles autres activités? Ben, venant de pair avec l'écriture, il y a forcément la lecture qui occupe une grande place dans ma vie. Même si c'est un hobby que je ne pratique pas quotidiennement, parce que bon, ça serait un peu mauvais pour la taille de mon estomac. Je suis quelqu'un qui adore faire la cuisine, notamment la pâtisserie. Et là aussi, c'est une chose que mes amis et mon épouse, enfin ma compagne, ne s'empêchent
plaigne pas parce que voilà, en général si j'invite quelqu'un à ma table, il va repartir relativement rebu et satisfait. Je me fais fort de faire des repas irréprochables, quoi, au mieux. Bon, bah écoutez, moi je crois que l'invitation est lancée. On vient vers quelle heure? Écoutez, hein, moi vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Ouais, un petit plat du Gers, pourquoi pas, avec une bonne pâtisserie, on prend, hein. On s'occupe, nous, des boissons, hein. D'accord, très bien, pas de problème. Bon, ben on va aller dans le Gers alors. Écoutez, ça tombe bien. J'aurai un point de chute à Pau. Après, il faut faire Pau pour aller dans le Gers. Ouais, ça va aller. Bon, Sylvain, vous parliez tout à l'heure de lecture, que vous aimiez lire, puisque l'écriture, ça lie avec lecture, ben ça tombe bien. Là, on est avec vous et on est vraiment bien, vraiment, depuis le début de cet entretien. On s'imagine, avec celles et ceux qui vous écoutent, on est face à votre bibliothèque, là, on regarde. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir, notamment à l'intérieur de celle-ci? Alors, dans ma bibliothèque, j'ai pas beaucoup on va dire, de mouvements à faire pour la voir parce que je suis tel que je fais l'interview, j'ai ma bibliothèque face à moi. Donc, alors, d'abord, j'ai ma bibliothèque que j'ai appelée celle la bibliothèque du crime et du châtiment, parce que c'est quand même la base de mes travaux, de mes premiers travaux. Donc, vous avez beaucoup de livres, la collection quasiment complète, oui, même complète, des ouvrages des grandes affaires criminelles de Devoré, dont j'étais un des auteurs, et dont je n'étais pas évidemment le seul auteur. Donc moi, je me suis procuré au fur et à mesure tous les livres des départements que nous avons eu l'occasion de traiter. Pas mal de livres plus anciens, les histoires criminelles racontées par Pierre Bouchardon dans les années 1920-1930, des ouvrages les plus anciens que je dois avoir doivent remonter vers 1880. Je crois qu'il y a une histoire des prisons de la Roquette à Paris, notamment. Des livres sur les bourreaux, parce que c'est aussi donc un de mes sujets de travail. J'ai publié au mois de mars dernier la biographie d'un bourreau, du bourreau Jules-Henri Desfourneaux. Donc forcément, ça a impliqué de connaître le sujet, oui, sur le bout des doigts, quoi. D'avoir tout en tête, si j'osais faire un jeu de mots de très mauvais goût. Et après ça, un peu mélangé. Je vais reprendre une phrase de ma mère qui se moquait gentiment de moi, mais qui a fait tout à fait raison, qui dit tu es vraiment une personnalité très ambiguë, parce qu'on regarde ta bibliothèque, on a par exemple les mémoires d'un tueur en série, juste à côté tu as la comtesse de Ségur, quoi. Il y a pas de classement véritable, c'est comme ça te plaît, comme ça te chante. Vous voyez, là je regarde une autre petite bibliothèque à côté de moi, là je vois, j'ai du Stephen King, j'ai Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, j'ai plusieurs livres de Pierre Desproges, 1984 de Orwell. Il y a vraiment le catalogue d'objets introuvables, qui n'est pas un livre, on va dire, très long à lire, mais qui est particulièrement hilarant pour mon goût. Voilà, donc il y a un peu de tout. Sinon, si on va dans l'univers du polar, du thriller et de tout ça, dans ma bibliothèque, j'ai notamment la collection des enquêtes de l'inspecteur Pendergast, qui sont des ouvrages écrits par deux auteurs américains qui s'appellent Preston et Child, et qui depuis une vingtaine d'années, oui, plus d'une vingtaine d'années, presque 30 ans même, ont créé un personnage très très particulier d'enquêteur du FBI richissime, donc fille descendante d'une famille de millionnaires, et qui enquête toujours sur des affaires. Voilà, les affaires de Léon de la Forgue sont extraordinaires dans le sens hors de l'ordinaire. Celles que fait Pendergast, elles sont au-delà de ça, puisque il y a souvent une connotation fantastique dans ces enquêtes. Et je raffole particulièrement de ces livres-là. Là, je m'apprête à lire le tout dernier paru. Et il est sur mon bureau en attendant que j'ai suffisamment de temps à y consacrer, parce que quand on écrit soi-même les livres, on n'a pas envie spécialement d'être influencé par le style d'autres auteurs au moment où on est en train de créer. Donc il
il va attendre quelques semaines, je pense encore, avant que j'ai l'opportunité de le découvrir et je pense de le dévorer. Alors, un rappel pour celles et ceux qui vous écoutent une nouvelle fois, voilà, Preston and Child, vous pouvez retrouver le dernier ouvrage, c'est aux éditions L'Archipel, c'est du très très bon et tout à fait, Sylvain, vous avez entièrement raison. Allez-y vraiment découvrir la dernière enquête Preston and Child, donc du côté de L'Archipel. Sylvain Larue, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman, Les mécaniques du crime, aux éditions de Boré, qu'on remercie une nouvelle fois. Euh, Comment l'idée de départ vous est venue d'écrire ce roman? Racontez-nous. Enfin. Alors, tout vient d'une personne, c'est-à-dire d'un personnage, même si c'est un personnage à sa façon. C'est l'un de mes meilleurs amis, il s'appelle Anthony Fro. Le hasard l'a mis sur ma route parce que c'était mon contact direct, mon directeur de collection chez Deboré au moment des affaires criminelles. Il y a eu une sympathie qui est née dès la première rencontre parce que on a quoi? On a 5 ans de différence, vous voyez, donc on n'est pas trop vieux, surtout à l'époque, quoi. Et il m'a suivi dans mes projets d'affaires criminelles, il m'a encouragé à en écrire encore et encore. Jugeant de ce que je lui apportais comme histoire, de ma capacité d'écriture, de mon style, un jour il m'a conseillé, il m'a dit il faudra que tu songes à l'après affaires criminelles et que tu passes au roman. Il m'a dit tu as complètement ta place dans cet univers et si tu veux un monde, un style qui te correspond bien, ça serait de ne pas complètement sortir des affaires criminelles, d'utiliser ce que tu as connu, ce que tu as cherché dans la presse, dans les archives et tout, et de t'en servir comme inspiration pour faire un roman policier dans un contexte historique autre que contemporain. Et alors l'idée a fait son chemin, et vers 2010, oui c'est ça, mais vers 2010-2011, eh bien les premières ébauches concernant Léandre Laforgue sont nées. Voilà, il a eu l'occasion de lire les premières pages, de me corriger. Enfin, ça c'était évidemment que le début, parce que depuis il est toujours impliqué à fond dans ce projet. Je vais pas dire qu'on l'écrit à quatre mains, parce que ça ne serait pas vrai. J'écris le livre entièrement, mais il a un statut de directeur d'ouvrage, de superviseur, sans lequel le livre perdrait beaucoup en qualité. Et donc, on a commencé à travailler sur le sujet. Si j'allais sur une piste qui lui semblait un peu hasardeuse, il me conseillait de revoir mes projets et tout. Et au final, j'ai écrit le premier livre, donc L'œil du coupiste. Voilà, j'ai dû terminer, je pense, en 2012, il me semble, 2012. Et il m'a conseillé à nouveau, voilà, avec sagesse, d'écrire le deuxième dans la foulée, en me disant que si on cherchait un éditeur, autant proposer, vu qu'on avait l'intention de faire une série, autant montrer qu'on était déjà parti sur l'idée d'une série et de ne pas se contenter de proposer un premier ouvrage quand on avait l'opportunité d'en faire deux. Donc le deuxième, Au bal des Muscadins, a été écrit complètement dans la foulée, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a cherché des éditeurs. Je ne cacherai pas que ça a été laborieux et difficile, puisque déjà le premier ouvrage, comme tout premier roman qui se respecte, à part quand on a vraiment une chance et un talent phénoménal, ce que je n'ai pas, je ne me considère pas comme un mauvais écrivain, mais je ne suis certainement pas le Mozart de l'écriture. C'est que il y a toujours des petits défauts, des choses qui se gomment avec le temps, avec l'expérience. Et les premiers éditeurs à qui nous avons proposé le manuscrit, pour la plupart, n'ont même pas pris la peine de le lire. Quelques-uns, oui, nous ont donné des conseils assez judicieux. Et au final, c'est Deboré, avec lesquels on travaillait déjà à l'époque, qui s'est montré malgré tout intéressé, parce que ça tombait sur un moment où ils avaient l'intention de renouveler tout leur style éditorial et de créer une collection historique, pas forcément policière, mais ça regroupait le policier historique. Et donc Hélène Tellier, qui était l'éditrice en charge de cette branche à l'époque, eh bien, a été très intéressée par les deux ouvrages. C'est ainsi qu'on a lancé la collection. Ça a été très très rapide, puisqu'au final on a discuté du projet en janvier 2016 et au mois de septembre le livre était en librairie.
Bon, on va parler notamment de cette quatrième enquête, terrorisme sous le Second Empire, à la fois affaire criminelle historique, un roman policier à suspense, comme vous l'avez dit, un roman divertissant, enlevé et érudit. Racontez-nous en quelques mots cette histoire si captivante et prenante que va vivre une nouvelle fois Léandre Laforgue, hein, votre héros, un roman que l'on peut plus lâcher tellement vous nous embarquez du début jusqu'à la fin, par la petite et aussi la grande histoire. Bravo Sylvain. Ben, c'est très flatteur, merci déjà. Merci déjà. Bien alors pour donner envie aux lecteurs sans trop en révéler, l'histoire commence, nous sommes à la fin du mois de janvier 1853, par le mariage du prince Bonaparte, donc qui vient de devenir 2 mois auparavant empereur des Français, donc Napoléon III. Et donc on assiste à ces noces religieuses à Notre-Dame de Paris avec Eugénie de Montijo, qui est donc une jeune espagnole. On évoque leur rencontre, je ne vais pas dire leur idylle parce que c'est un jeu de séduction assez particulier auquel je propose le lecteur d'assister par quelques retours en arrière. Et au soir de ces noces, il y a une catastrophe, une tragédie qui se passe au château des Tuileries, au palais des Tuileries. Il y a une explosion qui a lieu, et une explosion meurtrière. Et c'est le début d'une enquête qui mène Léandre Laforgue, donc le goupil et sa bande d'enquêteurs de la noble cour, sur les traces d'un mystérieux un proto-anarchiste, on va dire, parce que c'est pas encore le terme n'était pas encore employé, mais un terroriste venu d'Europe de l'Est, qui est surnommé l'Amour et qui signe ses attentats terroristes par un dessin de Cupidon, donc un petit angelot avec un arc et une flèche. Et donc ça va être les découvertes de bombes, certaines qui font explosion, d'autres pas. Mais là est la question personne ne connaît véritablement l'identité ni le visage de ce mystérieux Amour. Mais Léandre, au fur et à mesure de son enquête, va se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose de plus grave encore que des attentats à la bombe déjà graves qui se trament derrière tous ces attentats. Et approcher de la vérité, c'est risquer d'apprendre des choses qu'il n'a pas spécialement envie de connaître non plus. Voilà. Donc je n'en dirai pas plus, je pense que j'en ai assez dévoilé maintenant. Tout à fait. Ne nous en dites pas plus, Sylvain, pour celles et ceux qui ont envie de découvrir la suite et surtout, eh bien, comme nous, Espace des Livres et Plaisir de Marque-Page, de passer un très bon moment, eh bien, allez découvrir le dernier roman, les dernières enquêtes de notre ami, on le rappelle, hein, Léandre Laforgue. Et le dernier titre du livre, c'est Les mécaniques du crime. C'est aux éditions de Boré. Quels sont vos projets pour la suite? Eh bien, c'est pas très compliqué. Alors déjà, d'une part, je suis en train de travailler sur le tome 5. Donc voilà, il est prévu pour être terminé à la toute fin de l'année. Là, au moment des fêtes de fin d'année, il sera achevé. Il y a d'autres livres en cours de préparation, mais alors, sur cela, je garderai une certaine discrétion parce que je n'aime pas évoquer les travaux qui sont que au stade des recherches. Mais il y a quand même un certain nombre de livres, de romans, de documents historiques aussi, style biographie et tout. Voilà, et puis à côté de ça, je vous disais, il y a un peu de trucs musicaux qui sont pour l'instant non professionnels, mais qui permettent de se faire encore de l'expérience sur scène. Le premier semestre 2020 va être assez riche. Je suis interprète sur 3 comédies musicales différentes en région parisienne. Et après, à part ça, je ne saurais vous dire. Disons que je vais avoir une année 2020 relativement chargée, j'ai l'impression. Bon, ben, tant mieux, écoutez, hein, c'est bien, hein, 2020, l'année pour vous, Sylvain, et on l'espère avec plein de réussites, bien sûr, en avance, hein, on fait un peu les vœux en avance. Merci beaucoup. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la minute cool. Oui, vous n'allez pas y échapper, hein, tout le monde y passe. Plutôt Napoléon III ou Louis XIV? Oh, Napoléon III quand même, parce que Louis XIV, alors déjà j'aime pas la danse. Je me trouve extrêmement maladroit quand il s'agit de danser. Donc un roi qui ne vivait que pour la danse, enfin pas que pour la danse, mais un peu. Voilà, je préfère le côté
Je préfère le côté renfermé et discret de Napoléon III, sans partager ni pour l'un ni pour l'autre leur goût pour la politique. Citez 3 mots qui, selon vous, définissent le Gers. Ah, 3 mots. Gourmandise, tranquillité et même si je regrette un peu chaleur, parce qu'en été ça peut être assez accablant d'être dans le Gers. Mais bon, c'est voilà, une terre de sud écrasée de chaleur, c'est quand même pas la chose la pire au monde, mais voilà c'est ça. Oui, gourmandise, tranquillité et chaleur. Sylvain, vous qui êtes un cinéphile, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, quel est le dernier film que vous ayez vu, ou la dernière série aussi, hein, ça peut fonctionner. Au cinéma, le dernier film que je suis allé voir, c'est Joker. Alors, parce que je suis un inconditionnel des films inspirés par les comics, et j'en suis ressorti non pas avec un avis mitigé, mais assez touché. Parce que les films qui touchent à on va dire la psychologie d'une telle façon ne peuvent pas me laisser insensible. Et je le déconseille aux gens qui espèrent voir un film très grandiloquent, pas grandiloquent, c'est pas le terme, très haut en couleur, très comics justement. J'avais l'impression d'avoir vu une version mitigée d'un film de Batman et de Taxi Driver, quoi. Et c'était une sacrée découverte. Et en toute franchise, je pense que l'acteur Joaquin Phoenix mérite grave un Oscar en février ou en mars prochain, parce que son interprétation est quand même exceptionnelle. Voilà. Plutôt jardinage ou bricolage? Ah, alors, je ne pratique pas le jardinage, non, je n'en ai jamais fait en fait, pour être franc. Donc plutôt bricolage, même si je suis pas voilà, je suis plus à mon aise avec, je vous disais, un clavier d'ordinateur, une guitare ou un stylo à la main. Alors je suis pas du genre à m'écraser le doigt dès que je plante un clou, faut pas aller jusque là, mais je suis quelqu'un qui s'agace très vite, même quand il s'agit de monter un meuble en kit. Voilà, non mais plutôt bricolage, on va rester quand même sur le bricolage. Bon, bon, bah, ma foi, on a compris. Si on a un meuble en kit à faire monter, à voir, hein. Voilà, c'est mieux de voir un spécialiste, j'allais dire. Sylvain, si vous étiez une capitale, ça serait laquelle? Une capitale, la bonne question, voilà. Alors, je vais pas faire le chauvin parce que Paris est un peu évidente pour plein de raisons. J'hésiterai entre deux, entre Rome, parce que bon, voilà, j'ai des origines quand même italiennes relativement récentes, puisque j'ai mes grands-parents maternels qui sont italiens, et Londres, parce que j'ai toujours pas eu l'occasion d'y mettre les pieds, et que depuis tout ce que j'ai pu en voir m'a donné envie d'y aller, mais l'opportunité ne s'est jamais pour l'instant présentée. Donc voilà, Rome ou Londres, ex aequo. Enfin, Sylvain, si vous aviez un rêve, ce serait? Ah, alors ça va être extrêmement terre à terre. Si j'avais un rêve, d'ailleurs vous faites bien de m'y faire penser, si j'avais un rêve, ça va être très con, je souhaiterais être riche, vraiment. Pas comme gagner au disque de midi, mais plutôt gagner une somme à Eurovision pour ça, et pas pour vivre pépère, ne rien faire de la journée et tout, pour avoir les moyens de me déplacer aux quatre coins du monde et aller faire mes recherches historiques comme il se doit, et les faire partager de façon gracieuse aux autres personnes qui n'aient pas besoin de eux-mêmes se déplacer. Et également pour monter une maison de production et d'édition pour les gens que j'ai eu l'opportunité de rencontrer dans le milieu littéraire comme dans le milieu musical, et qui pour l'instant n'ont pas eu l'opportunité d'être remarqués, de faire soit des spectacles, soit des livres. Et ça serait vraiment, moi, ça serait mon kiff de les aider sans espérer de contrepartie véritable, juste parce que les gens qui ont du talent, moi, j'estime qu'ils devraient mériter un marchepied. Et si j'avais l'argent pour ça, ben je serais un mécène. Je rêverais d'être un mécène pour eux. Et puis
et leur donner l'opportunité qui pour l'instant leur fait défaut. Sylvain Larue, rappelons que vous êtes l'auteur du roman Les mécaniques du crime aux éditions Deboré. Merci infiniment Sylvain, vraiment, d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sauter, vraiment. Merci Guillaume, c'est très gentil à vous et écoutez, à une prochaine fois peut-être pour le 5e tome. Avec un immense plaisir. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Comme toujours, prenez soin de vous, bonne lecture, salut!